Je me présente, Madame Khidr, née Touderth Fetta Zahra, parce que je l'ai de nom, naturellement. Khidr, c'était seulement pas le père de mes enfants, mais c'était un père qui a donné sa vie de toute sa jeunesse pour l'Algérie. Il a souffert avec la France. Même avant, je vais dire, la France, elle a voulu le prendre comme il était député de l'Assemblée nationale française. Tout ça est oublié. C'est dommage qu'il est parti, qu'il n'a pas écrit pour moi et pour ses enfants, pour l'Algérie, pour l'histoire. Mskin est toujours pris par lutter pour le peuple algérien, pour l'Algérie, pour la jeunesse, pour tout ce qui est... Jamais il s'est occupé d'autre chose que ça qui lui importait. Hélas, les choses sont passées trop vite pour écrire son passé et sa jeunesse de tout ce qu'il a fait. Juste un petit paragraphe qui est dans le livre. Quand il était jeune, vous le trouverez, vous saurez ce qu'il était Khidr. Moi, je rappelle le livre qui s'appelle L'affaire Khidr. Qui a été écrit par votre fils même. Moi j'ai épousé mon mari sur l'exil. Donc c'est l'exil du temps qu'il est parti d'ici, condamné par la France, naturellement. Il est parti au Caire, c'est là où j'ai eu la chance, si je peux dire, parce que mes parents aussi sont des compatriotes. Ils ont lutté pour l'indépendance algérienne. C'était des gens qui avaient des commerçants, mais l'Algérie était toujours dans le cœur avec tous les militants qui étaient avant. Je l'ai connu, moi, jeune, quand il venait voir mes frères chez moi. Mais après, le destin voulait que je l'épouse. J'étais au Caire. C'est un honneur. Enfin, le trajet, je l'ai dit à mon fils de l'écrire comment c'est passé pour partir de la maison, et puis comment, et pas quoi, et comment. Et là, après, on s'est mariés au Caire. Vous dites justement tout à l'heure que vous avez assisté à son assassinat, c'est ça? Et malheureusement, oui, ma chance était ainsi. Non seulement j'avais mes deux enfants, les deux aînés enfants, la troisième, c'est une fille. J'étais avec lui. Il avait un ami un ami syrien. J'étais avec lui à Madrid. Voilà. Mais quand il a été assassiné, bien sûr. Je suis un peu fatiguée, si c'est possible. J'ai souffert quand j'ai vu ça. Je ne pouvais pas supporter la chose. À ton exil toujours, je ne sais pas que j'ai oublié mon pays, ni mes amis, ni mes parents, mais ce qui est passé pour mon mari, je n'oublierai jamais. Mes enfants étaient jeunes, l'aîné, il avait 13 ans. Le dernier, on a fêté son anniversaire le 27 décembre. Le 3 janvier, ils l'ont tué devant moi. J'ai laissé mon fils dans le berceau avec le concierge et sa femme qui l'ont pris. Quand je suis montée, ça y est, ils l'ont assassiné. Ils l'ont pris du berceau, ils l'ont pris chez eux, le concierge de la maison. C'était des braves gens. ديزيك بغي غادي لكن بغي غير شي شويه للجزائر يروح عند لي جورناليست الغوري كل حاجه وبغي غير الهوى للجزائر الناس هادي يرسل الحال شي طوح لكن نخدمو كيما ركاش تيديني ظنكيني يقدبرن وبغي غير تيداوي غير داكيبو مزيان مازال ساعتها غرم يجمع غرم comme information grâce aux documentations de l'assassinat qui était fait de la police espagnole. Le jour qu'il a été assassiné, elle a fait juste les choses comme il faut. Ils m'ont donné les dossiers, là, je les ai gardés. Jusqu'à maintenant. Parce que le temps ne me permettait pas. Il y avait les militants qui étaient avec mon mari, qui m'ont aidé pour élever mes enfants.
Je voulais pas que le mettre dans le bain. J'ai vu mon mari mourir devant moi. J'ai peur pour les autres. C'est pas pour moi, non. J'ai eu peur pour nous, tous nos militaires. حسين تحمد كريم بالقاسم يرحم ربي الجماعة كنا يظني يموتنا كنا هكنا كتبوا ضيافة صبر فلان شتني جماعة ثاكني اللي تفكرني لا بوليس اسبانيول مي مشطوح لكني قيمة دايما ترقي غمي تروح نسكرت من كل ما تقول نغد سوالنا اسمي في غربي اخذنا نكتبها لو دوسي نبيغ فكرتي داك كثير بيو عايغ الحال بغا في خيدرة يرحم ربي دي طوموبيل مزوت الدام ثوتنا سيدي ربي لا خاطر ميدي فغدي الحبس الند ما في زهرة tu sais je pensais pas voir l'indépendance venir en Algérie de voir هكذا tel qu'ils sont passés naturel الحمد الله غالب يبي دربي قال يبغى الكراسي بغانا كرسي بغانا شيعة C'est normal, c'est un devoir. Hein? Mais je le soulève aussi parce que je prends à cœur, si on veut, une affaire quand même qui doit toucher tous les Algériens. Parce que assassiner un homme, c'est déjà un acte qui est difficile et qui n'est pas tolérable. Mais encore plus lorsqu'il s'agit de quelqu'un qui s'est donné carrément à ce pays, qui s'est vraiment sacrifié. C'est quelqu'un qui aurait pu, une fois qu'il avait fait ce qu'il pensait être normal de faire, c'est-à-dire avoir l'indépendance, et donc dès son jeune âge, il s'est totalement donné à cette mission. Mais plus encore, à l'indépendance, il aurait pu se croiser les bras et rentrer dans les rangs, comme beaucoup d'autres, si on veut, par opportunité, prendre un poste qui aurait été plus que suffisant pour lui et rester à l'abri si on veut. Mais il n'a pas choisi la facilité. Pourquoi? Parce que c'est un homme de conviction. Et quand il s'est lancé dans le combat de l'indépendance, il s'était fixé dans l'esprit que pourquoi chercher cette indépendance? C'était l'avoir parce que le peuple algérien, comme lui, souffrait de l'injustice, de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir être ce qu'ils sont, c'est-à-dire leur propre identité, elle était totalement réprimée. Et donc, lorsqu'on a eu cette indépendance, se retrouver dans une situation où, en définitive, cette liberté qu'on cherchait, elle n'était pas encore là, mais c'est comme si on n'avait rien fait. L'indépendance, elle a été donnée à un peuple, à des gens, pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent se libérer et prendre en main leur destinée. Or, après, lorsque Ben Bella est venu, si on veut, il a vraiment trahi cette mission. Ce dont tout le monde voulait, ce dont tout le monde avait combattu. Et donc, c'est pour ça qu'il est parti dans l'opposition. Il a lâché carrément, il était secrétaire général du FLN. Il se serait mis d'accord avec Ben Bella, et d'ailleurs Ben Bella est venu à la maison chez lui officieusement et lui a dit écoute, on prépare le congrès, il faut qu'on puisse le préparer ensemble. Pourquoi il n'a pas justement pris part à l'organisation du congrès? Il aurait bien voulu, mais le problème c'est que Ben Bella dès le départ a voulu encadrer le congrès, c'est-à-dire qu'il ne voulait pas de certains. Pour lui, Ben Bella, il fallait que ce congrès ne soit pas un congrès, si on veut, où toutes les idées pourraient être débattues sans restriction. Non, il fallait canaliser. Et donc, certaines personnes ne devaient pas être présentes à ce congrès. Donc, il devait choisir, si on veut, les éléments qui allaient participer à ce congrès. Et Kider, ça, il l'a refusé. Pour lui, le parti devait être un parti de masse. C'est pas un parti d'avant-garde comme on pourrait le penser. C'est que dans ce cas, dans le parti unique, il faut que toutes les sensibilités s'expriment, qu'on débatte de tout. Si on exclut les gens, en ce moment, on se crée des oppositions et elle est négative. Donc, si on veut, l'opposition doit exister à l'intérieur même du parti.
Ça, c'était son idée. Et malheureusement, Ben Bella n'a pas accepté. Ben Bella voulait maîtriser tous les rouages. C'est pour cette raison qu'ils ne se sont plus entendus. Et c'est pour cette raison que Mohamed Khider a démissionné de son poste de secrétaire général. Et je dirais franchement, c'est déjà un acte courageux que de démissionner, parce que ça prouve que c'est des gens qui ont la conviction de leurs idées. On n'est pas là pour occuper un poste, pour en profiter ou bien pour... Non, on est là pour exprimer des idées et pour tenir à ces idées en fonction de toute une lutte qui a été déjà faite et qui doit se continuer dans la même lignée. On ne doit pas dévier, si on veut, de l'esprit avec lequel, au départ, ces gens-là ont donné à l'Algérie. Et malheureusement, on se retrouve dans une situation où on est au-dessus des autres. Normalement, il faudrait que les forces soient beaucoup plus unies entre elles, c'est clair, ça c'est... Mais elles ne peuvent se faire que s'il y a discussion, que si on s'assied à table. C'est normal que les gens ont des sensibilités différentes. On ne peut pas avoir tous la même façon de penser. C'est impossible ça. Et si c'était le cas, on ne serait plus dans une démocratie. Qui dit démocratie dit divergence d'idées. On discute. Et après convergence. Parce que on aura à un moment donné l'esprit, un esprit quand même assez ouvert pour se dire oui, je me trompe de voix, ben oui, il a raison ou bien. Donc ça, c'est les gens qui sont sincères, qui sont honnêtes dans leur démarche. Et c'est pas parce que je suis son fils, hein, sincèrement, hein, je vais être un petit peu m'éloigner de ça. Parce que la vérité, moi je essaye c'est un témoignage, parce que en définitive, j'ai côtoyé beaucoup de ses amis. Bon, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Non, c'est plusieurs années. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée d'écrire sur lui, elle date depuis très longtemps. Mais pour écrire quelque chose, il faut quand même avoir tous les éléments qui vous permettent d'écrire quelque chose de consistant. Malheureusement, Mohamed Khider a eu une vie qui a été très mouvementée, où il n'était pas stable, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui habitait à un endroit pendant des années. Non, il a bougé beaucoup. Il s'est retrouvé au Caire pendant très longtemps parce que il a fui l'Algérie du fait qu'elle allait se faire. Lui, quand il est parti, c'était en 51. Voilà, c'était à la fin de son mandat de député, parce qu'il a été député à l'Assemblée française, qui était l'État qui nous colonisait. Donc, au sein de ces institutions, lui, il représentait le MTLD. Voilà. Donc, avec d'autres Algériens, ils l'ont élu en tant que député. Et donc, pendant 4 ans et demi, 5 ans, il était dans l'hémisphère en parallèle, si on veut, de son activité, je dirais, légale, entre guillemets, il était aussi avec l'OS. Il était en contact avec les gens de l'OS, qui était une organisation qui était secrète et qui était là pour plutôt préparer, si on veut, l'indépendance par la force, hein, par les armes. C'est un organisme paramilitaire, par besoin d'argent, et ils avaient fait l'attaque de la poste d'Oran. L'attaque de la poste d'Oran donc avait été préparée par l'OS, et Khider a été sollicité dans cette affaire, puisque lui, il était député et il avait des avantages, notamment sa voiture. Il a utilisé cette casquette, on va dire. Voilà, en tant que député, il était intouchable. Voilà, intouchable. Sa voiture aussi. c'est sa voiture qui a servi au transport des fonds. Donc, lui, donc, si on veut, une fois que l'hold-up a été fait, la police a fait des recherches et c'est là où ils ont démantelé un petit peu l'os, parce qu'ils ont su qui était derrière cette affaire. Et Ben Bella avait été arrêté. C'est incroyable, mais vrai, hein, mais ça c'est l'histoire qui donnera tous les éléments. Mais lors de ses déclarations, lorsqu'il a été arrêté, il a été interrogé. Et il a tout déballé. Il a tout déballé. Il a donné tous les noms. Et oui, il a donné même le nom d'Aït Ahmed à travers son nom de guerre. Enfin, l'essentiel, il a tout déballé. Et disons, beaucoup de gens ont été arrêtés. Et Mohamed Khider a été aussi cité. Et donc, il a risqué d'être arrêté. Mais à ce moment-là, il était encore député. Donc, on ne pouvait pas le toucher. Mais lorsqu'il terminait son mandat, il devait être arrêté. Donc, pour éviter son arrestation, dès qu'il avait terminé son mandat, il s'est enfui. Je le dis dans mon livre, le Messali Haj, qui était donc
responsable avec eux au sein du MTLD, avait demandé à Khidr de se laisser arrêter. Il lui a dit, voilà, il vaut mieux te laisser arrêter parce que ça peut servir le mouvement, dans la mesure où on sera là derrière après pour faire toutes des manifestations, etc. Donc il a refusé, il a préféré s'enfuir. Alors lorsqu'il est parti au Caire, puis après il est venu en Algérie, et quand il a eu des problèmes avec Ben Bella, tout ça, encore une fois, il a été inquiété là-bas. Donc il y a eu des perquisitions, et beaucoup de documents ont disparu. Quand il est parti exilé en Suisse, il y a eu une perquisition aussi qui a été faite par la police suisse. Et ça, après que l'État algérien a déposé une plainte contre mon père donc, pour l'affaire des fonds. Et donc les Suisses ont fait une perquisition. Donc là aussi, il y a beaucoup de documents qui ont disparu. Ça pour vous dire que ça a été très difficile de trouver des éléments, je dirais, des éléments objectifs pour pouvoir parler de mon père. Donc ça m'a pris beaucoup de temps de pouvoir contacter des gens à travers des témoignages, etc. Et surtout, j'ai attendu qu'on me donne le dossier de l'assassinat. C'est-à-dire que le tribunal, oui, le tribunal à Madrid, enfin espagnol, la police avait fait une enquête qui était très serrée et qui après a abouti donc à un dossier. Il y a eu une condamnation qui a été faite contre Dermouche à Contumace. Enfin, dans le livre, tout est détaillé, hein, l'enquête, elle est très très minutieuse. Et ça, c'est une enquête officielle, hein, c'est-à-dire qu'elle était signée. C'est vraiment le parcours de tout l'assassinat, c'est-à-dire comment est-ce que l'assassin a été contacté par l'ambassade, qui dans l'ambassade était tout le temps avec lui et donc lui donnait les instructions, comment l'assassinat s'est fait, et puis après, bien sûr, la fuite de l'assassin avec des appuis, bien sûr. Pouvez-vous justement le donner Darmouche, lui, c'est le nom de l'assassin. Et c'est un truand qu'on a pris comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est un homme de main. C'est quelqu'un qui a été pris par la sécurité militaire et à qui on a fait du chantage aussi. C'est quelqu'un qui buvait souvent. Bon, il fait partie de ce monde de truands. Mais qui, en définitive, a été entraîné à commettre cet acte. Hein, on l'a pris en main et on l'a obligé, en le menaçant, en lui disant que s'il ne faisait pas la sale besogne, eh bien, on allait l'emprisonner ou bien on allait lui faire des problèmes. Donc il a été poussé parce qu'il avait hésité à plusieurs reprises. Et pour finir, il a passé à l'acte. Donc, mais derrière lui, donc, il y avait l'appui à travers l'ambassade d'un certain Boukhalifa. C'est Boukhalifa. Ouais. Rabah Boukhalifa. Ouais, c'est quelqu'un qui a été, entre guillemets, chargé culturel à l'ambassade. En fait, il n'avait rien de culturel. C'était quelqu'un qui faisait partie de la sécurité militaire. Donc, c'est lui qui a exécuté, si on veut, le contrat qui avait été commandité, bien sûr, par plus haut que lui. Hein. C'est pas lui qui l'a décidé. C'est de l'ambassade, c'est des instructions qui sont données. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas dire plus. Dieu merci, on a des documents officiels et qui montrent qui a fait quoi et d'où c'est venu. Donc toutes les tribulations qui ont pu être faites, comme quoi Khidr a été assassiné pour une affaire d'argent, qu'il a été assassiné par des rivaux, etc. Tout ça c'est de la foutaise. Après elle a été étouffée parce que il y a eu l'État algérien a fait pression à l'État espagnol. Et qui a donc définitivement arrêté le dossier pour raison d'État, parce qu'ils avaient quand même des relations très importantes entre pays. Donc on ne va pas compromettre les relations. Je parle des Espagnols. Ils n'ont pas voulu compromettre leurs relations. Des relations surtout économiques, financières, et tout, des contrats de pétrole, de gaz, de tout ce que vous voulez. Ça a été arrêté. Voilà, depuis, on n'a pas relancé l'affaire. Mais en fait, l'essentiel, on a, à travers le livre, déjà dit ce qu'il fallait dire. Que mon père luttait contre un système, contre un homme bien précis. Pour Ben Bella d'abord, puis ensuite Boumedienne. Il représentait un danger. Le danger, justement, d'une dictature, le danger contre la démocratie.
Boumedienne, lui, c'est la dictature qu'il représentait par ses actes. Et Ben Bella d'abord, hein, il faut dire d'abord Ben Bella, puis c'est lui qui a amené Boumedienne à être au pouvoir. Dans le cas de Boudiaf, moi je dirais que c'est beaucoup plus en dehors de l'aspect justement de la dictature qui existe. C'est beaucoup les intérêts, les gros intérêts qui existaient, la corruption, la grosse corruption qui existait, tout ça qui a été mis en péril. Parce que Boudiaf a vraiment lutté contre, je dirais, sur plusieurs fronts. Il a lutté contre la corruption qui existait en Algérie à travers les institutions, que ce soit le FLN, qui était lui-même géré de façon totalement anormale. Alors, il a lutté aussi, bien sûr, contre, comme on a dit, les islamistes. Ça, c'est aussi un autre front, c'est clair. Il a lutté contre les privilèges que l'armée avait. Tout ça, ça fait beaucoup. Je crois que la mort de Boudiaf, son assassinat, elle ne pouvait pas ne pas être prévisible. Elle ne pouvait pas. Il avait tellement d'ennemis qui étaient en face de lui, vu vraiment sa détermination sur tous ces fronts, qu'on ne pouvait pas penser qu'un jour ou l'autre, il ne serait pas assassiné. Disons que ça reste toujours le même système. C'est clair, mon père a combattu contre un système. Boudiaf aussi a lutté contre ce même système, c'est le prolongement du système de Boumedienne. Hein. Ça vient de Boumedienne jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est le même. Donc, c'est des hommes, que ce soit Boudiaf ou Kider, c'est des hommes qui avaient une conviction, qui ne pouvaient pas tolérer, si on veut, l'injustice ou le fait de profiter ainsi, comme ça sur le dos des Algériens. Ça, c'est quelque chose qui les travaillait. Donc dès qu'ils sont sur le front, ils vont jusqu'au bout. Hein. Boudiaf s'était retiré pendant un moment. Il avait pris sa retraite, hein, en quelque sorte. Il était au Maroc, tranquille. Il ne voulait plus parler de politique. Mais on a été le chercher. Et quand on a été le chercher, on lui a redonner un petit peu cet esprit qui est celui, le patriotisme, voilà, et on a besoin de toi, et tout. Et donc, mais une fois qu'il s'est engagé, il y a été. Et c'est un peu comme mon père, c'est les mêmes démarches, c'est des gens qui foncent parce qu'ils sont convaincus et parce que pour eux, ils n'ont rien à perdre, dans la mesure où le premier jour où ils se sont lancés déjà contre l'occupant, la France, pour eux, ils étaient déjà morts. Ils auraient pu être tués le lendemain de leur prise de... Donc, continuer par rapport à leurs objectifs, à ce qu'ils pensent être le mieux pour leur pays, eh ben, ils le font jusqu'au bout. C'est pas des opportunistes. C'est pas des gens qui profitent d'une situation, puis après ils changent leur veste, ils profitent d'une autre, etc. Je le vois comme ça, mon père, parce que j'ai vu qu'il a vraiment tenu jusqu'au bout, jusqu'à son assassinat. Voilà. Il y a d'autres personnes qui ont tourné leur veste. Parmi les 5, moi je peux citer Bitat, par exemple. Rabah Bitat, qui a fait partie, si on veut, à un moment donné, qui était même très proche de Kider dans ses idées contre Ben Bella, etc. Et donc qui était opposant à un moment donné. Mais après, quand il est rentré à Alger, il a vu tout ce qu'on pouvait en retirer de ce régime et qui était bon pour lui. Donc il a oublié un petit peu peut-être le combat qu'il menait. Pour qui il combattait, il a oublié. Mais c'est ça qui est un peu dommage. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Les gens pensent beaucoup à leur carrière. Il y avait Rabah Bitat et les 4 autres. Parmi les 5, c'était donc il y avait Bitat, il y avait Boudiaf, il y avait Aït Ahmed, il y avait Ben Bella et il y avait Khida. Voilà, c'est les 5. Quelle est votre responsabilité actuellement? Ma responsabilité en tant que fils, c'est bien sûr de valoriser la mémoire de mon père. Ça c'est clair. Ça c'est d'abord la première chose qui me vient à l'esprit. Maintenant, moi, je me dis que en tant que personne qui a été témoin et qui a vécu de près, si on veut, cet incident qui est dramatique, qui est l'assassinat de mon père. Vous avez à cette époque-là 13 ans. Oui, j'avais 13 ans. Donc le fait même que j'ai été proche de cette affaire,
Moi, je me sens dans l'obligation et je me sens aussi, c'est pour moi important, c'est de défendre un petit peu cet aspect des droits humains qui sont bafoués. Parce qu'à travers mon père, c'est beaucoup d'autres aussi qui ont eu les mêmes sorts. Et je me dis que, sincèrement, si on est sincère avec soi-même, c'est-à-dire si on veut vraiment, si on pense à nos compatriotes, à notre pays, etc., il faut savoir revenir en arrière et condamner les actes qui ne servent pas à notre pays. Tous ces gens, ce sont des gens qui se sont sacrifiés et qui auraient pu encore donner. Parce que à l'indépendance, on a besoin encore de toutes les bonnes volontés. Et ces gens-là qui ont été obligés de s'exiler, qui ont été obligés même de prendre les armes. Aït Ahmed, à un moment donné, a été obligé de prendre les armes pour la Kabylie. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui, après l'indépendance, sont tombés. Tout ça, c'est un drame que nous devons condamner d'abord, hein, ça fait partie de notre histoire, mais on doit condamner ça parce que nous n'en tirons que malheur. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on n'a qu'à voir les conséquences de cette politique. On n'a que des conséquences négatives. Le fait de vouloir absolument rester, disons, accroché à un pouvoir et de s'accrocher par tous les moyens, en utilisant la force, eh ben, ça ne pourra amener que sang et larmes. Je le dis, sincèrement, tant que le régime actuel ne comprendra pas qu'il faut maintenant avoir un esprit d'ouverture et se dire, ils ont affaire à qui? Ils ont affaire à leurs propres frères. Ce sont des gens, on n'est pas là dans un système où... on se mérite justement de connaître leur histoire. Ils doivent accepter une autocritique de leur système. C'est-à-dire tout ce qui a pu se faire dans le passé, il faut le mettre à plat. Il faut que les gens comprennent que le régime d'aujourd'hui n'est pas le régime d'hier. Qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience que nous condamnons, c'est l'État qui doit condamner. Nous condamnons ces actes. C'est des actes qui ont été commis par un gouvernement qui a utilisé ce moyen pour étouffer, si on veut, l'opposition. Mais ce n'était pas le bon moyen. Et c'est ça qu'ils doivent dire. Et c'est comme ça qu'ils prouveront leur bonne foi et ils prouveront que demain, ça sera meilleur. Voilà, c'est ça.